Bienvenue à toutes et à tous. Euh, Notre assistance est composée des adhérents du 60, des invités aussi de notre fédération Média Plus, et puis nous avons également invité quelques représentants de, de départements de ressources humaines de sociétés du Bétic. Je vous adresse les excuses d'Agnès qui est souffrante et qui pourra donc pas participer. Voilà. Euh, cette introduction courte est quand même faite pour dire que euh, la pandémie et le confinement pourraient nous faire oublier que nous connaissons une grave crise économique. Plus grave que ce qu'on pensait, c'est pas juste du temporaire. À court terme déjà, on enregistre déjà des plans sociaux dans la branche. Les recrutements ont été arrêtés, les périodes d'essai ont été arrêtées. Les CDD sont pas reconvertis ou sont arrêtés. Donc il y a des problématiques déjà à court terme, et il y a aussi un avenir incertain, voire sombre pour certains secteurs comme l'aéronautique, avec l'arrêt brutal d'Airbus et de beaucoup de projets autour de l'aéronautique. On a aussi une transformation du business avec ce qui se profile, c'est un déplacement des investissements vers les réseaux, cybersécurité, tout ce qui tourne autour de la mobilité. Donc il y a des contrats qui sont suspendus, arrêtés, et des financements qui changent d'objectif. Alors on est confronté à tout ça, et puis peut-être aussi à une problématique que tout le monde a ressentie, c'est que le télétravail, finalement, ça peut marcher. Euh, nos employeurs ont beaucoup aimé, y compris au niveau de la branche. Ils sont déjà en train de se poser la question comment on peut faire pour généraliser le télétravail à l'avenir. Ça peut changer beaucoup de choses sur nos modes de travail, peut-être même sur les contrats de travail, et peut-être même entraîner un risque de délocalisation supplémentaire. Jusqu'à présent, on se défendait bien, mais si nos clients eux-mêmes souhaitent le télétravail et s'aperçoivent que ça marche bien, pourquoi pas ailleurs qu'en France. Donc, on a quand même quelques nuages au-dessus de nous. Et puis, néanmoins, on a quand même pas mal d'atouts. On a la compétence, on a l'envie de réussir, et puis surtout, on a une capacité à négocier et de voir loin et d'anticiper. Et donc, dans ce contexte-là, pour négocier le maintien des emplois, leur développement, et ce, de manière pérenne, on a peut-être besoin de connaître cet outil, l'accord de performance collective, qui est nouveau. Je ne le connaissais pas. Moi, je l'ai appris grâce à Agnès et Sextant récemment. Et c'est un outil extrêmement puissant, puisque, et donc à la fois dangereux, mais aussi porteur d'opportunités. Et c'est nous qui sommes acteurs et qui vont décider de ça, puisqu'il peut modifier le temps de travail, les rémunérations et même le contenu des contrats de travail, simplement par un accord. Il faut les 50%, mais simplement par un accord. Donc, il est possible que, au travers de cette crise économique que nous traversons et qui est en train de prendre corps, les entreprises, c'est-à-dire les employeurs et les syndicats, souhaitent adapter la vie de l'entreprise de manière ponctuelle ou de manière plus pérenne en utilisant ce type d'accord. Donc, c'est pour ça que Agnès vous a proposé ce webinaire. C'est la première fois que le CFTC 60 fait ça, et que le président de Sextant a accepté de mener cette affaire-là. Donc, je vous souhaite d'en profiter largement. Il y a déjà une question sur le fait de savoir si ce webinaire sera enregistré. Il sera enregistré, ce qui nous permettra, pour les quelques collègues qui n'ont pas pu venir et qui souhaiteraient le revisionner, de le leur fournir. Voilà, maintenant je passe la parole à Christian Pellet et je vous remercie de votre présence. Merci Louis. Juste pour préciser, donc Allô? là je vais vous présenter les premiers, quelques éléments de fond sur les accords de performance collective. Allô? Euh,
Et sur cette base-là, C'est donc ça va facile. durer entre 20 minutes et 30 minutes. Et vous pourrez par la suite poser des questions via le chat. Voilà, je précise que la présentation que je vais utiliser, elle vous sera envoyée par le Sixty juste après. Alors, donc je vais partager mon écran. Voilà, normalement, vous devez voir la première page. Donc sur donc cette présentation sur les accords de performance collective. Donc l'idée c'est de vous expliquer ce que c'est, de vous faire comprendre pourquoi c'est un outil d'abord qui a du succès et qui risque d'en avoir encore plus dans le futur, et puis aussi pourquoi, y compris dans le cadre de la reprise d'activité et de la sortie de la crise, ça pourrait être un outil privilégié par les entreprises. Donc, alors, bon, j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez aussi l'écran. Euh, alors, donc je rappelle juste que pour ceux qui ne nous connaissent pas, puisqu'il y a aussi des DRH ou des gens qui travaillent dans les RH dans l'assistance. Donc Sextant est un cabinet de conseil et d'expertise qui est spécialisé dans le conseil aux représentants du personnel. Donc ne vous étonnez pas si on a un prisme qui n'est pas exactement celui des avocats patronaux, même si sur ce sujet on dialogue avec eux et y compris ils utilisent les publications qu'on a pu faire. Alors, donc, on va commencer donc sur le b.a.-ba de l'accord de performance collective. Je ne vais pas vous passer les deux vidéos, mais vous les retrouverez dans le support. Elles sont cliquables, hein. Et donc, nous allons aller directement aux premiers éléments. Voilà, donc, accord de performance collective. C'est un type d'accord qui est radicalement nouveau par rapport à ce qui existait jusque-là, même si les APC, accords de performance collective, sont la troisième mouture en pratique d'une forme d'accord qui a été créée par la négociation collective, d'ailleurs, au niveau interprofessionnel, en, en 2013 dans le cadre d'un accord qui était c'était la loi, enfin ce qui a donné lieu à la loi de sécurisation de l'emploi. Voilà. Et et ça faisait suite aux accords de compétitivité qui avaient été signés dans certaines entreprises au moment où il y avait la crise économique qui succédait donc à la crise financière, donc en 2008, puis et surtout en 2009 en ce qui concerne la France. Donc en fait, en France, à cette époque-là, les entreprises, comme elles le font souvent en France par rapport à d'autres pays, ont privilégié la voie du licenciement collectif pour s'adapter à leur environnement, alors qu'au même moment, en Allemagne, les entreprises passaient des accords avec leurs partenaires sociaux pour mettre en place différentes mesures qui permettaient d'absorber le choc, de faire le gros dos et d'attendre que ça s'améliore. Donc en mettant en place de la réduction du temps de travail partiellement indemnisé, en mettant en place toutes sortes de mesures qui permettaient en pratique d'éviter de grandes vagues de licenciements. Alors en France, on n'avait pas ce type d'outil, c'est pas non plus notre culture. Et donc, on a eu une année en 2009 qui a été une année record en termes de plan de sauvegarde de l'emploi, avec beaucoup de personnes qui sont parties au chômage de ce fait. Et c'est donc c'est en comparant aussi ce qui s'était passé entre la France et l'Allemagne suite à la crise financière que les partenaires sociaux se sont dit, mais ça serait peut-être pas complètement idiot de tenter d'importer dans notre modèle les bonnes idées qu'on voit ailleurs. Et c'est ce qu'ils ont fait en les adaptant au contexte français. Voilà. Et et en pratique, ces formes d'accords qui s'appelaient des accords de maintien dans l'emploi à l'époque,
n'ont pas bien marché, en fait. Il y en a eu entre 2013 et, disons, 2018. Il y en a eu, non pas 2018, plutôt 2016. Il y en a eu une vingtaine, en fait, qui ont été signés par les partenaires sociaux, plutôt dans les PME que dans les grandes entreprises, parce que c'était comme ça que c'est décrit, en tout cas par les partenaires sociaux quand on les interroge, parce que c'était des systèmes assez rigides et qui contenaient par ailleurs des dispositions qui pouvaient être un peu ambiguës juridiquement. Et vous savez que les entreprises n'aiment pas trop l'insécurité. Donc, dans le cadre des ordonnances, ces accords qui avaient déjà été fortement simplifiés au profit des employeurs par la loi travail, donc dans le cadre des ordonnances, toutes les dernières restrictions qui existaient ont sauté et tous les derniers garde-fous qui existaient ont sauté. Et donc, l'APC est donc né avec une bizarrerie juridique dans notre droit français, qui est que c'est le premier accord qui a la particularité de primer sur les contrats de travail. Ça veut dire que, et ça c'est quelque chose que sans doute une partie d'entre vous et surtout beaucoup de salariés ne savent pas, c'est que maintenant, la négociation collective, quand elle utilise ce cadre-là, le cadre de l'accord de performance collective, l'accord peut modifier les contrats de travail. Vous avez conclu un contrat de travail avec votre entreprise qui prévoyait par exemple des clauses de mobilité géographique, et donc en particulier, comme pour beaucoup de salariés, le fait que vous êtes censé travailler dans un lieu précis ou dans un bassin d'emploi précis, et on ne peut pas vous imposer un changement sans que vous soyez d'accord et que vous fassiez un avenant à votre contrat de travail. Avec l'accord de performance collective, et ce n'est qu'un seul des paramètres qu'il peut changer, s'il y a un accord majoritaire, donc c'est les règles de majorité classiques qui s'appliquent, l'accord conclu entre partenaires sociaux peut vous imposer une mobilité nationale. Je constate, excusez-moi, que Louis Duvaux n'est il faudra que je fasse attention à lui redonner accès à la salle. C'est quelque chose de profondément nouveau, hein, puisque jusqu'à maintenant, dans notre droit français, la négociation d'entreprise, elle était coincée par le haut et par le bas. Elle était coincée par le haut, par la règle de la pyramide des normes, hein, donc la hiérarchie des normes, le fait que un accord d'entreprise ne pouvait être que meilleur que l'accord de branche, qui lui-même devait être meilleur que la loi. Voilà, je vois Louis Duvaux arriver. Hop. Il était donc coincé par le haut, cet accord d'entreprise, et il était aussi coincé par le bas, c'est-à-dire qu'un accord d'entreprise ne pouvait pas imposer des modifications aux salariés, des modifications de son contrat de travail, si ce n'était pas des modifications plus favorables que son contrat de travail. Voilà. Donc cet accord. Alors maintenant, c'est important d'en être conscient. Notre monde a radicalement changé depuis quelques années, puisque l'accord d'entreprise, vous savez qu'il prime sur les branches dans beaucoup de cas. Et puis maintenant, avec ce type d'accord, il est possible de le faire primer sur les contrats de travail. Et en pratique, c'est l'ensemble des clauses dites essentielles, même si ce vocabulaire n'est plus tout à fait de saison, toutes les clauses essentielles du contrat de travail qui sont concernées. C'est-à-dire que c'est, comme je l'ai indiqué, la mobilité géographique, les clauses de mobilité, mais c'est aussi la rémunération, sa structure, son niveau, et aussi l'organisation du temps de travail, et ainsi que la durée. Hein, donc voilà, et ça peut être aussi la mobilité professionnelle, c'est-à-dire que via ce type d'accord, on peut vous imposer d'aller sur un autre poste que celui qui est prévu dans votre contrat de travail. Voilà.
Donc vous voyez, c'est quand même une révolution, et ça, les salariés, aujourd'hui, n'en sont pas conscients. Ils pensent que l'accord qu'ils ont conclu avec leur employeur via le contrat de travail, personne ne peut y toucher, sauf eux-mêmes, avec l'accord de leur employeur. En fait, ce n'est plus vrai. Voilà. Alors, donc vous pouvez comprendre que, évidemment, en tant que délégué syndical, ça vous donne une grande responsabilité, puisque via les accords que vous signez, quand c'est un accord de performance collective, ça peut venir changer l'équilibre contractuel qui existe entre le salarié et l'employeur, le salarié que vous représentez et l'employeur. Voilà, donc les clauses essentielles. Alors j'ai dit que, quelques autres points qui sont importants. Donc, virtuellement, l'entreprise peut mettre en œuvre ce type d'accord dans n'importe quel contexte. Il n'y a pas besoin d'aller mal, il n'y a pas besoin d'avoir de graves difficultés ou d'être exposé à un tel ou tel risque concurrentiel ou je ne sais quoi. Le cadre défini par la loi est très très large, et il s'agit soit de préserver ou de développer l'emploi, donc là on retrouve un peu les idées des accords de compétitivité, mais aussi, et c'est un ou en fait, hein, c'est soit l'un soit l'autre, de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise. Donc vous comprenez tout de suite que nécessité liée au fonctionnement de l'entreprise, c'est extrêmement accueillant comme formulation, hein, donc si votre entreprise a un besoin et que passer par un accord de performance collective lui simplifie la vie, et que par ailleurs elle trouve des organisations syndicales majoritaires pour l'accompagner, eh bien elle pourra choisir ce cadre juridique-là, à peu près dans n'importe quel contexte, hein, voilà. Donc voilà, il n'y a pas comme pour un plan de licenciement économique, un effort à faire pour démontrer que ça va mal. Et il n'y a pas de possibilité de contestation. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai dit que ça s'imposait au contrat de travail. Alors en pratique, le salarié peut refuser l'application de l'accord. Voilà, parce que finalement, c'est quand même une liberté constitutionnelle. Sauf que s'il refuse, en pratique, l'employeur peut le licencier. Et le motif de son licenciement, c'est un motif spécifique qui est le refus de l'application de l'accord. Donc un accord vous propose de devenir mobile géographiquement sur toute la France, d'avoir une réduction de salaire de 10%, y compris d'avoir une aire de mobilité professionnelle beaucoup plus grande. Vous, ça vous convient pas en tant que salarié parce que, comme pour beaucoup de salariés, vous avez un époux ou une épouse qui n'est pas mobile pour aller à l'autre bout de la France, parce qu'il ou elle a elle-même un emploi, sans parler des enfants, etc. Donc vous refusez, eh bien l'employeur peut vous licencier. Et s'il y a 500 personnes qui refusent le licenciement, eh bien ça sera que des licenciements individuels. Il n'y aura donc pas de procédure collective, il n'y aura pas de PSE, et les personnes seront licenciées aux conditions qui sont prévues par l'accord. Et s'il n'y a pas de conditions prévues par l'accord, parce que c'est possible de mettre en place des mesures type PSE à l'intérieur, mais c'est pas une obligation, eh bien ils partiront avec le régime de base. Le régime de base, c'est celui qui est prévu par la loi ou par la convention collective en termes d'indemnité par année d'ancienneté. Voilà. Donc avec aucune aide au reclassement non plus. Voilà, donc vous avez concrètement le droit de vous inscrire à Pôle emploi et c'est tout. Alors, donc les conditions de validité, ce sont les mêmes que pour les autres accords, hein, il n'y a pas de conditions de validité renforcées. Donc ça peut être conclu, y compris par la voie d'une consultation des salariés quand les organisations syndicales qui voudraient signer ce type d'accord ne sont pas majoritaires. Donc, vous savez qu'entre un tiers et 50%, il peut y avoir une consultation des salariés.
Euh, et donc, si la consultation des salariés aboutit au fait que il y a une majorité de salariés qui sont d'accord pour que l'accord rentre en œuvre, eh bien, il devient valide, même si il n'y avait pas une majorité, il n'y avait pas une majorité d'audience parmi des organisations syndicales pour conclure l'accord. Donc, ça peut être adopté comme ça peut, y compris dans les très petites entreprises, être adopté par la voie référendaire. Donc, pour les entreprises de 10 salariés ou moins, 20 salariés ou moins quand il y a carence de représentants du personnel. Voilà, dernier point extrêmement important, ça peut être un accord à durée déterminée ou indéterminée. Ça veut dire que il peut ne pas y avoir de limite en fait dans le temps à la durée de cet accord. Donc soyez attentifs sur ce point-là si jamais vous en négociez un. Voilà, et finalement, la seule obligation qu'a l'employeur, c'est de signer un accord majoritaire. C'est la principale garantie que peuvent avoir les salariés, et donc ça veut dire que vous avez de lourdes responsabilités qui pèsent sur vous en tant qu'organisation syndicale. Et l'autre obligation qu'a l'employeur, c'est qu'il y ait un préambule qui soit mis en place, il faut qu'il explique les motivations de ses choix dans un préambule, en fait. Voilà. Mais en même temps, s'il n'y a pas de préambule, eh bien, il n'y a pas non plus nullité de l'accord. Voilà. Donc en conclusion, un outil extrêmement puissant, extrêmement novateur, qui, à notre sens, nous c'est comme ça qu'on l'a vu dès le début en fait, et donc dès 2017. Et en fait, là, le suivi des accords a montré que c'est ce qui se passait. Donc un accord à géométrie variable qui donnait des avantages, qui responsabilisait d'une façon extrêmement importante les entreprises et les partenaires sociaux au sein de celle-ci, avec donc une capacité à influer sur le réel qui était considérablement accrue par rapport au dispositif précédent. Voilà. Alors, je vous ai expliqué les principales clauses des accords de performance collective. Je précise donc que ces accords, ils sont décrits au niveau du Code du travail, à l'article donc L2254.2, donc vous aurez évidemment cette référence juridique dans le support, elle est y compris marquée là, mais retenez-la, donc L2254.2, voilà, tiré 2. Alors, je passe à la suite. J'ai peut-être quelques questions. Ah, j'entends Louis, oui, très bien. Ouais, alors, quelques questions de la salle. Alors, il y en a 72 qui concernent la connexion, le son, la vidéo, le lien direct. Bon, chacun se débrouille comme il peut. Il y a 4 questions. La première, est-ce que l'accord de performance collective est plus dur que le plan social? C'est une question générale. Oui, qu'est-ce qu'on fait? On répond aux questions maintenant? Parce que moi j'ai encore d'autres points. Ça ne me gêne pas de répondre aux questions maintenant en même temps. Mais on peut répondre à cette question-là. C'est une question, je dirais, de nature plus politique d'ailleurs que technique. Alors pourquoi? Parce que, en fait, bon, et ça permet un petit peu d'anticiper sur la suite, mais pourquoi pas? De toute façon, ce sont des questions très pertinentes et qu'il faut aborder. Donc, elle se présente maintenant, très bien. Voilà, vous avez, vous, en tant que négociateurs syndicaux, pour les représentants RH qui sont dans la salle, négociateurs du côté patronal, vous avez l'habitude de négocier des plans sociaux. On sait très bien faire en France, c'était ce que je vous disais au début, on sait très bien licencier les gens, on maîtrise les procédures, et on arrive dans beaucoup de cas à trouver des accords. Depuis 2013, on négocie les plans sociaux, et donc les représentants que je connais ont développé
beaucoup de compétences autour de ce type de choses. Alors, est-ce qu'un APC est pire ou mieux qu'un PSE? Bah, il n'y a pas de réponse à cette question. Tout dépend de ce qu'il y a dedans. Voilà, parce un PSE, l'avantage d'un PSE, c'est qu'on sait, ça répond à un certain nombre de normes, en fait. On sait ce qu'on doit y trouver. Il y a y compris une intervention de la directe, hein, puisque c'est elle qui donne finalement en définitive les autorisations. Donc, les avocats sont bien formés sur la question des deux côtés, les organisations syndicales aussi. Donc, on sait qu'on va devoir argumenter économiquement, c'est pas le sujet principal généralement, mais surtout, on va devoir se mettre d'accord sur une façon d'accompagner les salariés ou de les indemniser. Et si possible, trouver un accord. Donc on sait, on connaît l'exercice, il y a des figures imposées en quelque sorte, et donc on essaye de faire le mieux possible. Enfin, vous essayez de faire le mieux possible, et puis nous, en tant qu'experts, on vous aide aussi. Et puis à la fin, il y a des gens qui vont au chômage, voilà, ou qui sont remplacés dans le meilleur des cas. L'accord de performance collective, c'est freestyle, en fait. C'est pas, il n'y a pas de cadre. Enfin, il y a un cadre minimal, en fait, et le résultat de l'accord, donc son caractère équilibré et responsable, ou non, son caractère, un APC peut être équilibré et responsable, il peut être aussi totalement déséquilibré et irresponsable, et il n'y aura personne pour vous sanctionner sur la question, sinon les salariés aux prochaines élections. Donc, la directe n'intervient pas dans le processus, hein. Donc, vous êtes délégué syndical et face à votre direction, vous pouvez vous entourer de conseils, on verra ça. Je vous conseille fortement dans ces cadres-là de faire appel à un avocat, aussi à un expert, puisque vous avez un cadre juridique qui le permet, avec un financement par l'employeur à hauteur de 80%. Donc vous avez un accompagnement renforcé dans la négociation, ça c'est quand même un aspect extrêmement important. Mais ça reste quelque chose qui est de gré à gré, dans lequel aucun tiers, au sens administration du travail, ou même juge, n'est supposé intervenir, hein. Donc c'est un accord qui repose, dont l'intérêt repose essentiellement sur les négociateurs. Donc l'accord il sera bon ou pas bon en fonction des conditions de température et de pression, et en fonction de ce que vous ferez. Voilà. Mais il n'y a donc pas de réponse sur la question est-ce que c'est plus dur ou est-ce que c'est mieux, moins bien. Bon, ça dépend beaucoup de l'environnement et de la volonté des parties, en fait. Voilà, donc c'est une auberge espagnole, en fait, très accueillante pour l'employeur, l'accord de performance collective. On peut faire dans ce cadre, à mon sens, des accords intéressants et positifs, mais il faut savoir que c'est freestyle, hein. Donc il faut que vous y alliez en vous entourant de conseils, donc avocat, expert, votre organisation syndicale, bien évidemment. Mais si vous le faites, vous aurez plus de chances d'arriver à des résultats dont vous serez fier. Voilà. Mais c'est pas moins bien ou mieux qu'un PSE. Oui, je peux peut-être rajouter qu'effectivement, c'est le genre d'accord où le champ des possibles est très grand. Faudra d'ailleurs qu'on me demande, par exemple, est-ce qu'il y a des possibilités de contestation si un accord est signé, mais notre responsabilité est donc aussi très grande. Donc ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas y aller seul. Aucun délégué syndical dans sa section ne peut engager ce genre de négociation seul. Il faut évidemment qu'il passe par le syndicat et le support qu'on peut apporter. Je rejoins bien sûr l'idée de se faire assister par un conseil, par
un cabinet comme Sextant, c'est aussi pour ça qu'on vous le présente depuis quelques forums, et éventuellement par un avocat. Donc, dès que le champ des possibles est grand, ça veut dire qu'on peut réussir quelque chose de grand, mais ça peut aussi dire, si on n'est pas bien assisté, pas bien aidé, qu'on peut faire des erreurs, et comme le champ possible est grand, ça peut être très dommageable. Voilà. Il y a d'autres questions? Est-ce que tu veux que je les pose aussi, ou on rembraye? Bah, si c'est des questions juridiques qui sont liées aux aspects que j'ai déjà présentés, je peux les traiter, autant les traiter dès maintenant. Si c'est des questions plus générales, autant peut-être les voir un peu plus tard. Il y a une question juridique sur est-ce que ces accords, que deviennent la modification substantielle d'un contrat de travail, par exemple, dans le cadre de ces accords? Bah, justement, elle ne s'applique pas. Voilà. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas besoin de l'accord du salarié. Enfin, disons que le seul truc que le salarié peut faire, c'est dire non, moi j'en veux pas de ça. Et là, mais avec une procédure très sécurisée pour l'employeur, et donc pas à des coûts réduits au minimum. Voilà. La question se pose aussi de même, finalement, sur les protections qui entourent les salariés protégés. Bah ça change pas. C'est le même cadre que pour les autres accords. Il y a un point que je dois préciser aussi, parce que c'est une question, bon, je ne sais pas si elle a été posée ou pas, mais on ne peut pas vous faire changer de régime de temps de travail. Enfin, en tout cas, on ne peut pas vous faire passer au forfait jour via un APC. Voilà. C'est un peu la seule limite. Mais par contre, tous les autres changements sont possibles. Parce qu'un passer au forfait jour, ça suppose, parce que la loi le prévoit, ça suppose un accord écrit du salarié. Et là, ça ne s'applique pas enfin, la puissance de l'APC ne va pas aussi loin. Voilà. Est-ce qu'un APC peut être suivi d'un PSE? Mais certainement. Alors, ça peut être suivi par un PSE. Alors ensuite, je vais vous présenter un peu plus tard quelques cas, parce que souvent de l'APC, on se fait la représentation, c'est quand ça va mal et que l'entreprise doit s'adapter. Mais en pratique, cet outil APC est utilisé dans bien d'autres cas. Donc je vous présenterai les différents cas. Mais il est tout à fait possible d'avoir les deux consécutivement, sauf parce qu'il n'y a pas d'engagement de l'employeur de ne pas faire de PSE derrière. Donc l'employeur, il garde toute sa liberté. Donc en pratique, si vous allez vers ce type de choses, je vous conseille d'inclure dans les contreparties de l'accord des engagements de l'employeur. Hein, et ça va me faire une transition avec la page suivante. Je passe celle-ci que j'ai un peu présentée. Voilà. Alors, donc c'est une négociation qui intéresse les employeurs. Il faut que vous sachiez, en tant que délégués syndicaux, que les avocats patronaux, de leur côté, ont vite, évidemment, tilté sur l'intérêt de cet outil et le conseil à leurs clients. Hein, donc, y compris certaines organisations patronales sont assez à la pointe. Donc, elles ont commencé à avancer. Elles sont aujourd'hui mieux formées que vous. Et c'est tout l'intérêt du présent échange. Et bon, vous avez compris que c'est intéressant pour les employeurs. Alors, pourquoi c'est intéressant? Et ça, il faut que vous soyez bien conscient de l'intérêt que ça a pour l'employeur de signer un APC. Parce que ça vous permettra de vendre votre signature plus cher, si vous êtes conscient de tout ce que ça lui simplifie dans sa vie. Le premier point, c'est que l'APC, c'est un outil bien conçu, du point de vue de l'employeur, qui est très sécurisé pour lui, et qui, dès lors qu'il a obtenu son accord majoritaire, hein, ce qui ne va pas de soi, quand même, ça suppose d'avoir un dialogue social où il y a déjà un peu de confiance préalable, et où on prend le temps de discuter, de partager de l'information. Bon, toutes les entreprises ne savent pas nécessairement faire ça. Mais
à partir du moment où elle a son accord, l'entreprise, eh bien, elle peut mettre en œuvre son changement, parce que généralement, elle a un changement à mettre en œuvre, d'une façon qui est simple et sécurisée. C'est-à-dire que, enfin, je vous rappelle que dans le monde d'avant, hein, eh bien, quand l'employeur, par exemple, voulait changer la structure de rémunération de ses salariés, entre le variable et le fixe, par exemple, eh bien, il devait obtenir l'accord individuel des salariés. C'était une clause substantielle du contrat de travail, une clause essentielle. Bon, ça pouvait être compliqué. Bon, là, s'il obtient un accord, ben, ça s'applique. Et les salariés, ben, sauf à risquer le licenciement, ils peuvent rien faire. Ils sont obligés de suivre. Donc ça simplifie énormément les choses. Regardez les accords GPEC. Les accords GPEC, généralement, donc gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Ce sont des accords qui sont essentiellement basés sur le volontariat des salariés. Il faut que les salariés s'impliquent dans les processus pour que ça marche. Si l'entreprise veut obtenir plus de mobilité géographique ou professionnelle, il faut quand même que les salariés entrent dans la démarche avec tous les avantages que prévoit l'accord. Mais bon, il faut qu'ils s'impliquent, il faut qu'ils soient volontaires. Bon, avec l'APC, vous pouvez mettre en place le même type de choses, sauf que le salarié, quand même, il n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que c'est soit il est effectivement mobile et géographiquement et professionnellement, soit il prend le risque de se faire licencier. Donc évidemment, il y réfléchit plus sérieusement. Et donc, c'est pas un hasard si les APC peuvent être inclus dans des accords GPEC. Donc soyez vigilants sur ce point-là. Si l'employeur vient vers vous pour vous négocier une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, ou l'autre nom que ça aura dans cette entreprise-là, et si vous voyez des dispositions qui font référence à l'article L2254.2, ou si il est prévu que dans les cas où le salarié refuserait la mobilité qu'on lui demande, eh bien, il peut être licencié, eh bien, ça veut dire que vous avez une partie de votre accord GPEC, pas forcément l'intégralité, qui est dans le cadre de cet article L2254.2, donc, et que c'est donc régi par l'APC. Voilà. Donc, voilà, un conseil que je peux vous donner, c'est en fonction de ce nous on observe sur le terrain, c'est que dans beaucoup de cas, les entreprises avancent masquées. C'est-à-dire qu'elles ne parlent pas de l'APC, elles ne parlent pas de l'article L2254.2, elles viennent avec une problématique qu'elles souhaitent résoudre avec les partenaires sociaux, et ceux-ci ne découvrent généralement que très tardivement les conséquences de ce qu'ils ont négocié. Donc, dans les premiers accords qui ont été conclus, donc il y a une grande entreprise bien connue que je ne vais pas citer, qui avait signé, qui avait fait signer un accord par ses partenaires sociaux autour de la mobilité géographique et professionnelle sur un réseau d'agences concernant donc plusieurs milliers de salariés. Les organisations syndicales signataires ont signé cet accord sans se faire assister du tout, en pensant de bonne foi qu'il contenait des clauses illégales. Donc, ils ont pensé que les particularités de l'APC, à savoir si le salarié refuse, il peut être licencié, que ça pourrait jamais s'appliquer parce que le contrat de travail, évidemment, prime sur les accords collectifs et qu'on ne peut pas imposer quelque chose de moins bien que ce qui est dans le contrat de travail à un salarié. Ben, sauf qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait eu des évolutions législatives. Voilà, et donc ils ont signé l'accord, il s'est appliqué, il y a des salariés évidemment qui ont été licenciés, et les organisations syndicales ont toutes disparu du paysage à l'élection professionnelle suivante. Et c'est bien fait pour elles. Parce que ça veut dire qu'elles n'ont pas été au niveau. Voilà, donc, mais bon, on pourrait aussi plaider le fait que l'employeur a été déloyal dans la négociation. Hein, c'est important, la loyauté dans les négociations. Je vous rappelle que ça a été inscrit récemment, d'ailleurs, dans le Code du travail, et donc on est supposé partager de l'information et être clair sur ses intentions. Là, c'était pas exactement ce qui s'est passé.
Donc voilà, soyez très attentifs à ces cadres-là. Et voilà. Mais donc, bon, vous comprenez pourquoi c'est intéressant pour l'employeur, c'est que ça lui simplifie énormément la vie, en fait. Et vous n'avez pas, vous n'avez pas idée à quel point. Donc, et ça lui diminue ses coûts aussi. Et puis, le dernier point qui évidemment il ne faut pas négliger, c'est que bon, un PSE, un plan social, donc, ça se traduit par des suppressions de postes. Et puis, il y a tous ceux qui restent dans l'entreprise, qui continuent comme avant, en quelque sorte, sauf qu'ils ont souvent un peu plus de boulot qu'avant, mais leurs conditions sont inchangées. Avec l'APC, c'est le double effet qui se coule. Donc, vous proposez une modification du régime du temps de travail, donc vous augmentez le temps de travail, mais pas forcément les rémunérations, ou vous baissez les rémunérations, vous imposez de la mobilité géographique sur un périmètre élargi, éventuellement de la mobilité professionnelle, voilà, contrainte. Et donc, une fois que vous avez obtenu votre accord majoritaire en tant qu'employeur, vous regardez ce qui se passe. Et donc, et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir une partie des salariés qui vont refuser l'application de l'accord, parce que voilà, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas accepter, ou ils ont mieux ailleurs, ou ils sont pas loin de la retraite, et bon, bref, ils font le choix de ne pas se voir appliquer l'accord. Et donc, ils touchent leurs indemnités de licenciement. Donc, premier effet qui se coule, réduction de la masse salariale avec des salariés qui s'en vont. Mais sur le mode du volontariat, en quelque sorte. C'est les gens qui décident de ne pas se voir appliquer l'accord. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que tous ceux qui restent, ils ont soit une baisse de la rémunération, soit une augmentation de leur temps de travail, soit une flexibilité qui augmente. Donc vous voyez que ce type d'accord, il est prodigieux pour l'employeur, hein, parce qu'il touche l'ensemble des salariés. Voilà, donc bon, ça peut faire un peu peur comme ça, mais je force volontairement le trait, hein, mais il y a des employeurs qui font ça. Il faut être bien conscient quand même qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc mais quoi qu'il arrive, même si je force un petit peu le trait, il faut être bien conscient que c'est un type d'accord très puissant, très sécurisé pour l'employeur, donc très intéressant pour lui. Donc, votre signature en tant qu'organisation syndicale, il faut la vendre. Enfin, il faut la vendre, vendre au sens commercial du terme, hein, pas au sens retourner sa veste. Il faut, ça a vraiment une valeur. C'est-à-dire que l'encre qu'on a mis dans votre stylo là depuis les ordonnances, elle a changé de, comment dire, de consistance, de pouvoir. Hein, et qui dit grand pouvoir dit grande responsabilité. Vous connaissez Spider-Man, hein, donc c'est pareil pour vous. Voilà. Donc ça peut être un petit peu intimidant parce que c'est un exercice freestyle sur lequel vous avez des risques à gérer, y compris vis-à-vis des salariés, y compris pour votre organisation syndicale. Beaucoup de responsabilités à assumer, mais ça peut vous permettre aussi de trouver des accords qui sont innovants et en définitive intéressants tant pour l'entreprise que pour les salariés. Hein. C'est pas une fatalité que de se retrouver avec des accords horribles à regarder. Hein. Ça, c'est d'abord une question de négociation. Voilà. Si votre employeur lui-même est responsable, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En tout cas, soyez conscient que avant, vous aviez l'habitude de négocier des plans sociaux. Dans le monde d'après, vous négocierez aussi des APC. Et je pense que, bon, passé la période de prise de connaissance, vous y arriverez assez bien. Voilà. Mais donc, oui. Excuse-moi de t'interrompre, mais effectivement, l'accord tel que tu l'as présenté, tu as réussi à nous faire peur. Oui, mais c'est important de vous faire un peu peur. Oui, parce qu'effectivement, c'est suspect.
ça peut paraître suspect, si effectivement c'est aussi intéressant pour l'employeur. Donc la question pour nous, syndicalistes, c'est que ce soit aussi intéressant pour nous, sinon ça vaut pas le coup de signer, pour être Tout à clair. fait. Rien ne nous oblige à signer un Non, accord, et non. encore moins un accord qui risque d'être aussi engageant sur des sujets aussi importants. Par Oui. contre, rien ne nous empêche, et c'est même ce qu'on vous demande, c'est puisque cet accord permet beaucoup de choses, c'est justement ce que tu as dit, Christian, tout récemment, c'est qu'il faut innover. Et les anciens se souviendront que quand on a commencé à négocier des accords GPEC, c'était un peu le même état d'esprit. Un accord GPEC, le champ des possibles était très grand, et un certain nombre de nos compétiteurs syndicaux voyaient ça comme le moyen de camoufler, de préparer des PSE. Mais non, si on fait des accords GPEC bien foutus, c'est au contraire pour prévenir et empêcher des PSE. Et sur ce point-là, l'histoire, petit à petit, a montré que ça va dans le bon sens. Je pense que pour ces accords aussi, mais c'est bien plus engageant pour nous, puisqu'il ne suffit pas d'être en signant, de valider des avancées mineures à droite à gauche, puisque ça peut bousculer le rythme de travail et même le contrat qu'on a passé avec l'entreprise. Donc, à la fois, il ne faut pas être empêché. La question n'est pas la signature, la question est la négociation. Donc là, il faut être créatif et on sait être créatif. Je voudrais donner comme exemple, et les adhérents du 60 connaissent ça parce que tous les nouveaux adhérents ont droit à un petit topo là-dessus. C'est le cas typique de Dunlop à Amiens versus Goodyear, où à Dunlop, les délégués syndicaux CFTC ont dû négocier âprement, avec des contreparties dans tous les coins et des garde-fous, un changement de rythme de travail drastique en passant au 5/8e, tout un tas de choses désagréables, mais en échange, ils ont eu des garanties d'investissement dans l'usine, des augmentations de salaire, et comme ça a bien marché, des augmentations du nombre d'emplois et la pérennité de leur emploi dans la boîte. Alors qu'à côté, à Goodyear, exactement les mêmes métiers, ils ont fait du blocage complet, et les syndicats dans cette usine ont complètement bousillé les emplois. Or, nous, notre enjeu, c'est comment on fait pour que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, les emplois dans nos entreprises soient toujours forts. Donc, un accord comme ça, il ne faut pas dire non a priori, il faut dire oui, mais à condition que. Et c'est l'occasion d'innover sur tout un tas de sujets qui sont aujourd'hui bloqués dans notre branche. Je pense par exemple au temps de trajet, des choses comme ça. Voilà, donc il faut se méfier a priori, mais si on est épaulé et par le syndicat et par les conseils, ça vaut le coup d'y aller. Voilà. Et ensuite, on signe si c'est équilibré et seulement dans ce cas-là. Voilà, et dedans, donc en fait, c'est effectivement un message important. Il ne faut pas se brider, en fait, dans ce type de négociation. On peut y mettre des tas de choses dedans, l'employeur peut y mettre des tas de choses dedans, je vous donnerai quelques exemples après. Donc vous aussi, vous pouvez faire avancer des tas de sujets dans le cadre de cette négociation ou en négociant parallèlement un autre accord, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous pouvez très bien obtenir des garanties sur l'activité et l'emploi. Vous pouvez obtenir, donc moi j'ai vu des APC qui le contenaient, c'est pas une majorité, mais il y en a, des plans d'investissement, donc un engagement de ne pas faire de licenciement économique sur la durée de l'accord ou pendant une période de 2 ou 3 ans. On peut imaginer des aspects orientés qualité de vie au travail, encadrement de la charge de travail, des engagements en termes de recrutement ou de formation, tout ce à quoi vous êtes attaché et que vous n'arrivez pas à faire avancer, il ne faut pas hésiter effectivement à en parler. Et puis, il peut y avoir, vous pouvez intégrer dans ce type d'accord des efforts proportionnés des dirigeants et actionnaires, c'est-à-dire que vous pouvez très bien demander, donc il y a des accords qui contiennent ce type de disposition, le fait que l'actionnaire ne prélève pas de dividendes, par exemple, pendant la durée de l'accord, quand il s'agit d'une situation vraiment
vraiment compliqué, ou qui ne fasse pas de rachat d'actions, enfin d'autres, tous les procédés qu'utilisent les entreprises pour faire remonter du cash. Vous pouvez prévoir des mesures d'accompagnement pour les salariés qui refuseraient l'accord, hein, parce que même, il y a souvent quand même des salariés qui refusent. Vous pouvez prévoir, pourquoi pas, des aspects relatifs à la rémunération. Vous pouvez prévoir une clause de retour à meilleure fortune si l'objet de l'accord est de faire le gros dos, de serrer les coudes, et on peut penser au contexte qu'on a aujourd'hui, et que l'entreprise demande un certain effort dans le cadre de ce type d'accord aux salariés, on peut imaginer qu'il y a un retour, soit à la situation antérieure, soit un retour sur investissement pour les salariés qui ont quand même participé au fait que l'entreprise s'en sorte mieux. Voilà, donc ne vous bridez pas. Je pense que s'il y a un slogan à retenir, même s'il est un peu passé de mode, c'est l'imagination au pouvoir. Hein. C'est le moment. Enfin, partez du principe que pour l'employeur, obtenir un accord majoritaire, c'est quelque chose d'énorme, qui va lui simplifier énormément la vie. Et donc, réfléchissez à des contreparties qui soient proportionnées, en fait. Et puis après, effectivement, vous verrez si le deal, d'accord, l'équilibre, il est satisfaisant à vos yeux ou pas. Voilà. Donc, vous prendrez vos responsabilités. Voilà. Alors, je crois que j'ai terminé sur la présentation. Alors, juste quelques petits points pour réviser en quelque sorte. Et puis on prendra une série de questions. On aura terminé la première séquence. Oui, je vois qu'il y a pas mal de. Alors, j'ai vu qu'il y avait. J'ai pas, comme je parle beaucoup, j'ai pas le temps de lire toutes les questions, donc je compte sur Louis pour les poser si jamais il y en a qui sont importantes et qui que je ne vois pas. Hein, donc, faut surtout pas hésiter. Donc, mais j'ai vu quand même passer une question donc sur est-ce que l'employeur peut faire en sorte que les salaires deviennent inférieurs au salaire minimum prévu par les conventions collectives dans le cadre de ce type d'accord. Donc la réponse est non. Il y a quand même quelques limites. Encore que, oui, non, ça c'est pas possible. C'est pareil pour le SMIC, évidemment. Donc voilà. Mais ça, c'est valable maintenant. Hein. Vous savez qu'on a un droit extrêmement mouvant, surtout en ce moment. Donc pourquoi pas, après tout, peut-être que dans 2 semaines, je vais être démenti et que les conventions collectives seront entièrement dérogeables. Hein. Vous avez peut-être vu que récemment, tout ce qui était du ressort des branches en matière d'encadrement des emplois précaires a été descendu au niveau de l'entreprise. Hein. Donc c'est maintenant vous qui fixez un certain nombre de paramètres comme les délais de carence entre les CDD et leur durée maximum et ce genre de choses. Hein. Donc peut-être que demain vous pourrez déroger au salaire minimum des branches. Pourquoi pas, hein. On est dans un monde tellement mouvant que ce qui est vrai à un moment donné peut être affirmé le lendemain. Voilà, donc je passe donc à la petite révision. Alors, c'est un peu sous forme de questions. Alors, je pense que vous ne pouvez pas forcément lire, donc je vais lire les questions. Donc, comment savoir que je négocie un accord APC? Donc ça, c'est un point important, puisque je vous l'ai dit, les directions avancent souvent masquées. Donc, par exemple, la direction m'a dit qu'elle ne savait pas et qu'on verrait après. Bon, ça, c'est pas un critère décisif. Par contre, c'est un indice intéressant. Et en même temps, c'est pas pertinent parce que ça vous permet pas de décider. Mais moi, je vous conseille pas, en tout cas, quand vous voyez que l'employeur a besoin de toucher soit la rémunération, soit au temps de travail, soit la mobilité géographique ou professionnelle, enfin qui parle de ça, et en même temps il ne veut pas vous dire qu'est-ce qui se passerait pour ceux qui refuseraient, dans quel cadre on est, etc. Enfin, vous avez le sentiment qu'il noie un peu le poisson. Donc, dans ces cas-là, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de suspendre la négociation, tant que ce n'est pas clarifié.
parce que vous avez besoin de savoir dans quel cadre juridique vous négociez. Alors pourquoi c'est important? D'une part parce que savoir ce que veut votre employeur, ça vous permet de calibrer vos revendications un peu autrement, hein. Un APC, pour l'employeur, c'est plus intéressant qu'un accord GPEC. Donc sachez-le. Ensuite, à partir du moment où vous êtes dans un cadre accord de performance collective, vous pouvez vous faire assister par un expert comptable et qui sera pris en charge à 80% pour l'employeur. Vous n'êtes plus tout seul, donc ça fait quand même une différence. Et puis, tout simplement, ça vous évitera de faire des erreurs, type l'entreprise a un réseau d'agences dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce qu'il y a un certain nombre d'employeurs qui sont assez forts pour introduire les dispositions APC sur la fin de la négociation, sur le mode « Ah, c'est l'avocat qui nous a dit de rajouter ça ». Voilà, ça existe, hein. Il faut savoir que tous les employeurs ne sont pas francs du collier. Alors, ensuite, le projet concerne les rémunérations, le temps de travail, la mobilité professionnelle ou géographique. On est dans les 4 grands thèmes des accords APC. Donc là, c'est un indice intéressant, mais il n'y a pas que ce type d'accord qui traite ce type de choses. Donc, c'est pas déterminant en soi. Ça ne vous permet pas de savoir que effectivement c'est un APC. Donc, c'est important de poser la question. Donc, les salariés qui refuseraient l'application de l'accord peuvent être licenciés. Alors ça, oui, ça c'est un indicateur qui est très clair. C'est un critère décisif qui vous permet de savoir que c'est un accord de type accord de performance collective que vous êtes en train de négocier. Quelque part dans le texte, on parle du cadre L2254.2. Alors là, vous avez une fonction dans Word ou dans PDF, hein, dans les logiciels PDF, c'est la fonction chercher, rechercher ou CTRL F. Donc vous cherchez L2254.2 ou 2254-2. Si vous trouvez la mention, vous faites chercher peut-être 2254. Si vous trouvez la mention, vous êtes dans... Ça veut dire que c'est un accord qui contient des dispositions APC. Donc ça doit faire tilt tout de suite. Alors, il y a un préambule. Beaucoup d'accords contiennent des préambules, donc c'est un indice intéressant, puisqu'on sait que pour les APC, c'est obligatoire, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, mais c'est un indice. Donc il s'agit d'harmoniser le statut collectif ou de le refondre. Alors on verra ça plus tard, dans les usages que font les entreprises de ce type d'accord, mais c'est un indice intéressant, parce que en fait, la moitié des APC que nous avons pu étudier consiste à harmoniser le statut collectif ou le refondre. Donc, c'est pas un cadre où il y a des difficultés, où y compris on cherche à se débarrasser de salariés. C'est plus, pour le coup, c'est vraiment du fonctionnement. J'ai fusionné avec une autre boîte, j'ai repris telle activité et je souhaite harmoniser. Et donc, et je choisis de passer par l'APC pour faire ça. En fait, la moitié des APC qui ont été signés depuis que le dispositif existe, donc depuis maintenant 2 ans et demi, c'est ça, c'est harmoniser le statut collectif ou le refondre. Et puis, dernier point, il y a un besoin d'adaptation du collectif de travail en termes de métier ou de localisation. Bon, ça aussi, c'est un indice intéressant. Ça peut être un APC. Alors, évidemment, je reviens sur l'harmonisation du statut collectif. Évidemment, il y a d'autres façons de traiter cette question que les APC. Mais je vais vous donner un exemple d'une entreprise qui est passée par un APC pour faire ça. Alors pour le coup, c'est public, hein. Donc, c'est une filiale de la Caisse des dépôts, CDC Habitat, donc qui gère les offices d'HLM, en fait, hein, donc une grosse boutique, qui, pour des raisons internes, a décidé de fusionner des tas de filiales dans un opérateur unique, en fait. Et donc dans une même structure juridique, se sont retrouvés des concierges. Alors, vous ne savez pas, mais ils ont un statut, ils ont une convention collective particulière et un statut très particulier. Et puis, toutes sortes de techniciens, de gestionnaires, de professions assez variées, qui elles-mêmes venaient de plusieurs structures juridiques, dont une partie avait été rachetée à l'extérieur, donc il y avait aussi des foncières, enfin bref. Les organisations syndicales ont négocié avec l'employeur un accord, qui est un accord APC,
qui leur a permis de mettre en place un statut collectif unique dans l'entreprise. Il y avait donc les salariés pouvaient être attachés à des conventions collectives différentes, et le fait de mettre en place un APC permettait à la fois de déroger à aux conventions collectives pour les paramètres où l'employeur était intéressé, donc de mettre en place un statut unique, en fait, tout en évitant de demander leur avis aux salariés. C'est-à-dire qu'on négocie avec les partenaires sociaux, puis une fois qu'on a trouvé un équilibre, ça s'applique. C'est ça le grand avantage de l'APC. On n'a pas besoin d'aller convaincre chaque salarié. Voilà, on peut juste se contenter de licencier ceux qui ne veulent pas. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, les organisations syndicales ont toutes signé, ça a été un accord unanime. Donc pour vous dire, c'est un accord, l'organisation qui était un peu majoritaire là-dedans, enfin, n'était pas majoritaire, mais en tout cas très influente, c'était la CGT. Donc, on a l'image d'une CGT qui, on va dire, son image n'est pas exactement celle de la CFTC. Bon, et ils ont donc, sauf qu'en pratique, sur le terrain, la CGT a signé beaucoup d'accords. Donc là, ils ont signé cet accord-là. Ils ont signé cet accord parce qu'ils avaient des contreparties qui les intéressaient. Voilà. Et ils ont y compris tout à fait assumé le fait qu'il y a une centaine de personnes qui refusent l'application de l'accord et qui décident de partir. C'était soit des jeunes qui pensaient pouvoir se recaser très facilement, soit des gens qui étaient proches de l'âge de la retraite et pour qui c'était une façon d'aménager leur fin de carrière. Voilà. Donc, voilà, un APC, c'est pas forcément de grandes problématiques en matière de compétitivité ou d'emploi. Ça peut être aussi des considérations techniques dues au statut collectif. Et en tout cas, c'est quasiment la moitié des cas dans les entreprises françaises aujourd'hui. Alors, je passe. Alors, mon entreprise peut-elle négocier un accord APC? Alors, en l'absence de difficultés économiques ou financières, mais oui, parfaitement. Dans le cadre d'un accord GPEC, bien sûr. Directement avec le CSE plutôt qu'avec les OS représentatives, alors non. C'est comme pour tous les accords, dès lors qu'il y a des organisations syndicales, on doit négocier avec elles. Elles ont le monopole de la négociation. Ça n'a pas encore changé. Alors, est-ce que l'entreprise peut négocier un APC si elle n'a pas fait la consultation sur les orientations stratégiques? Oui, on pourrait se dire, tiens, ce ne serait pas complètement con comme idée, parce que finalement, c'est une façon de partager de l'information, de partager un diagnostic sur l'entreprise et ses besoins. Ça pourrait être une condition préalable. Bon, en pratique, c'est pas nécessaire. Voilà. Donc, ça peut être négocié à tout moment et sans qu'il y ait de préalable. Et donc, est-ce que l'entreprise peut faire sa négociation sans préciser dès le début que c'est une négociation d'un APC? Eh bien, oui, puisque vous avez compris que certaines entreprises ne le disaient pas. Alors, ensuite, les aspects principaux des APC. Alors, il nécessite un avis positif préalable sur les orientations stratégiques. Alors non, nous ne sommes pas en cogestion, vous l'avez compris. Donc, il n'y a besoin d'aucun consensus particulier sur rien du tout. Voilà. Alors après, il suspend les clauses incompatibles du contrat de travail, oui. Il peut déroger aux accords de branche là où c'est prévu, donc oui, comme tous les accords d'ailleurs. Il peut prendre la forme d'un accord de groupe prédominant sur les accords d'entreprise, oui aussi. Donc ça, c'est une disposition. Je crois que c'est la loi Rebsamen qui a introduit ça, mais peu importe, c'est pas très grave. Donc vous le savez peut-être pas, parce qu'il y a eu tellement de réformes ces derniers temps, mais maintenant, un accord de groupe peut se substituer aux accords d'entreprise qui constituent le groupe, dès lors que l'accord de groupe le prévoit. Voilà. Donc ça veut dire que via un accord de groupe, on peut mettre en place des modifications significatives qui s'appliquent à toutes les entreprises du groupe, même si elles ont des accords contraires. Voilà. Donc c'est important à savoir, et un APC aussi. Donc soyez vigilants sur ces points-là. Le salarié risque le licenciement s'il refuse l'application de l'accord. Oui, vous avez compris que c'est une des grandes particularités de l'APC. Quelles sont les clauses obligatoires d'un APC?
Alors, bah, il n'y a pas grand-chose, hein, donc, à part le préambule. Pas de clause de partage des efforts par les actionnaires et dirigeants, hein, ça c'était avant, on va dire, mais ce n'est plus obligatoire. Par contre, vous pouvez le réintroduire via la négociation. Pas de clause de retour à meilleure fortune pour les salariés, hein, ça aussi, mais ça peut se réintroduire par la négociation. Il n'est pas question non plus de clause de revoyure, donc on a négocié des choses qui sont un peu engageantes pour les salariés. On vous demande de refaire le point chaque année ou dans 2 ans, et puis on prend l'engagement de réadapter. Voilà, on fait ça avec des moyens, enfin, c'est un peu une clause de suivi renforcée. Donc ça, non, c'est pas obligatoire, hein. Alors, très important, la clause de revoyure, si vous négociez un APC à durée indéterminée, hein, évidemment. C'est pas forcément notre conseil, mais ça peut se faire dans certains cas. Voilà, clause de revoyure, c'est important. Modalité de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale des salariés. Alors, on comprend bien l'intérêt de ce type de disposition quand on agit sur la mobilité géographique, par exemple, ou même professionnelle, hein, ou même sur le temps de travail, quand il s'agit de l'organiser différemment. Donc ça, dans les versions précédentes des accords de compétitivité, c'était une clause obligatoire. Ça ne l'est plus. Voilà. Mais vous pouvez aussi le réintroduire via la négociation. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à part le préambule, il n'y a aucune clause obligatoire. C'est relativement simple. C'est pour ça que c'est une page blanche. Et puis, alors après, ça doit être sur les experts. Recourir à des experts extérieurs. Donc, comment faire? Alors, il faut effectivement savoir qu'on négocie un accord de performance collective. Si ce n'est pas un accord de performance collective, vous ne pouvez pas vous faire assister par un expert, sauf à le payer avec vos propres fonds. Ensuite, c'est possible à tout moment pendant la négociation. C'est-à-dire que, par contre, la façon dont ça se passe, vous aurez un document sur la question, c'est que il faut une délibération du CSE. C'est-à-dire que c'est le CSE qui va, un peu comme pour les plans sociaux, qui va voter une résolution pour dire qu'il désigne tel cabinet pour assister les organisations syndicales dans la négociation d'un APC. Voilà. Et, ensuite, vous voyez avec votre expert ou votre avocat, mais ça passe par le CSE. C'est pas donc chaque organisation syndicale qui peut prendre l'initiative toute seule de faire intervenir un expert, hein. C'est pas un droit ouvert aux organisations syndicales, c'est un droit ouvert au CSE de mandater un expert qui va en pratique aider les organisations syndicales. Donc, donc il y a 2 autres cadres qui existent aujourd'hui. Il y a le cadre PSE qui permet ça, et il y a aussi pour l'égalité professionnelle le même type de mission. Voilà, donc les particularités de la mission APC de l'expert comptable. Alors, est-ce que l'entreprise a un droit de veto sur le choix de l'expert? Eh bien non, en tout cas maintenant non. L'expert a un droit important à l'information? Ben oui, c'est le même que celui des autres missions. La mission, elle n'est pas financée à 100% par le budget de fonctionnement du CSE, heureusement pour votre budget, mais par l'entreprise qui a quand même un peu plus de moyens et qui en assume donc 80% du coût minimum. Après, vous pouvez aussi demander à l'employeur qui finance 100% ou un peu plus. Si par exemple vous êtes si c'est un comité central qui demande cette assistante, les comités centraux n'ont pas souvent du budget de fonctionnement. Donc ils ne peuvent pas financer la partie qui leur incombe. Donc dans ces cas-là, ça peut être judicieux de demander à l'entreprise de prendre en charge à 100%. Et puis bon, c'est une négociation en jeu. L'employeur aussi a besoin que ça arrive à une fin. Et donc, le choix de l'expert, c'est aussi un moyen d'objectiver les débats. Donc, ça peut permettre d'éviter quelques méandres dans une négociation qui peut s'avérer complexe. L'expert peut embarquer un avocat dans son équipe pour sécuriser l'accord final. Donc, oui, c'est une faculté. C'est important de bien sécuriser la rédaction de l'accord. Donc nous, c'est ce qu'on fait systématiquement quand on assiste des organisations syndicales. Et donc l'expert n'a pas le droit de donner des conseils aux organisations syndicales, il doit rester neutre. Oui, il y a quelques questions un peu provocatrices.
Donc, on n'est pas neutre puisqu'on est désigné par les représentants du personnel. Donc, on veille évidemment à leurs intérêts, même si l'intérêt de l'entreprise n'est pas indépendant non plus, hein, c'est clair. Donc, on ne sera pas neutre. Par contre, on va être objectif. C'est-à-dire que quand c'est blanc, et c'est pas noir ni gris. Voilà. Donc, voilà, c'est aussi ce qui permet de générer de la confiance avec vous d'abord, et puis aussi avec les employeurs. Voilà. Quelle est l'utilité de la mission APC de l'expert comptable? Alors, embêter la direction. Donc, il y a certains élus ou organisations syndicales qui répondent oui parfois à cette question-là. Bon, pour nous, c'est pas la vocation principale. Gagner du temps, en fait, ça vous fait pas vraiment gagner de temps, hein, puis c'est pas forcément l'objet non plus. Par contre, vérifier qu'il y a bien des besoins d'adaptation, chiffrer ce qui gagnerait l'entreprise et les salariés, rechercher un meilleur équilibre dans l'accord, avoir des conseils pendant la négociation et sécuriser juridiquement les engagements. Ça, c'est des aspects qui sont importants et qui sont très utiles. Voilà pour les aspects principaux sur le plan juridique. On va prendre des questions. Alors, la question. La toute première, pourquoi ce quiz? Comment savoir si c'est un accord APC? Plusieurs personnes ont posé des questions de cet ordre-là. Comment c'est possible que la direction ouvre des négociations sans dire qu'elle a l'intention d'entrer dans le cadre d'un accord APC? Eh bien, c'est ce qui se fait dans la très grande majorité des cas. Waouh. Bon, ça c'est plus... Ouais. Donc, un des sujets que vous nous conseillez, un des points que vous nous conseillez en début de négociation, c'est de demander à l'employeur s'il est dans un cadre d'APC. Oui, dès lors que vous sentez que ce dont on vous parle pourrait prendre cette forme-là, vu les thèmes que l'employeur souhaite aborder, vous posez la question. Voilà. Et puis, tant que vous n'avez pas une réponse claire, moi, je vous continue à poser la question. Vous faites comme un bon journaliste. et voilà. Est-ce qu'un APC peut couvrir une partie de l'entreprise oui, seulement? Tout à fait. Ça peut s'adresser à une catégorie professionnelle, socio-professionnelle. Ça peut couvrir uniquement les cadres, par exemple, ou les étables, ou ça peut couvrir un établissement. Ça peut être conclu au niveau de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe. D'accord. Qu'est-ce qui se passe en l'absence de délégués syndicaux et notamment en présence d'un conseil d'entreprise? Alors, conseil d'entreprise, il y en a une dizaine en France, hein, donc c'est pas encore très fréquent. Donc, conseil d'entreprise, je rappelle, c'est un CSE auquel les organisations syndicales ont délégué leur pouvoir de négociation sur la base d'un accord. Donc le CSE a la faculté de négocier et de conclure des accords, et la conclusion des accords se fait à la majorité des titulaires, en fait, et non plus des étiquettes syndicales. En tout cas, des audiences syndicales. Donc, des APC conclus dans ce cadre-là, il n'y en aura pas beaucoup parce qu'il y a très peu de conseils d'entreprise. Et en plus, les conseils d'entreprise sont aujourd'hui principalement implantés dans des PME, voire des petites entreprises, hein, et pas dans des grandes entreprises. Bon, mais les choses évolueront peut-être. Alors, quand il n'y a pas d'organisation syndicale, donc c'est vrai que c'est un cas qui existe, même dans des grandes entreprises, il peut y avoir des cas où les organisations n'ont pas pu s'implanter. Eh bien, l'employeur peut négocier avec le CSE, comme pour tout autre accord, en fait. Voilà. Mais c'est le seul cas où il peut négocier avec le CSE. Dès lors qu'il y a une organisation implantée, celle-ci a le monopole de la négociation. D'accord. Y a-t-il des possibilités pour une organisation syndicale, par exemple, de contester un accord qui aurait été conclu validement? Comme pour tout autre accord. C'est les mêmes régimes qui s'appliquent tant pour la contestation que pour la dénonciation.
hein. Donc c'est pas ce type d'accord a des effets, on va dire, un peu extraordinaires, mais sinon, c'est un accord normal, en fait, hein. Donc il se conteste exactement de la même façon. Donc, rappelez-vous que les délais de contestation ont été fortement réduits, hein, par les ordonnances, puisque je crois que c'est 1 ou 2 mois maintenant, et que, y compris, après, enfin, disons que les juges sont invités à modérer les sanctions, ou en tout cas les décisions qu'ils prennent, enfin, à tenir compte de l'intérêt de l'entreprise dans les décisions qu'ils prendraient suite à une requête pour enfin, clause illicite ou ce genre de choses. Et les conditions de dénonciation sont les mêmes, c'est-à-dire que, par exemple, si des organisations syndicales faisaient aboutir un accord et s'apercevaient ensuite que soit il n'est pas respecté, soit on leur avait caché Oui. dispositions, ou que la négociation était de fait déloyale, si ces organisations dénoncent l'accord, l'accord cesse de produire ses effets. Si c'est un accord à durée indéterminée. Sinon, si c'est à durée déterminée, je ne pense pas qu'il puisse être dénoncé aussi facilement. Mais je ne suis pas spécialiste de la contestation des accords, il faudrait poser la question à un avocat. D'accord. Après, j'ai une question technique. Puisque l'accord peut modifier les conditions de mobilité des salariés, y compris dans leur contrat de travail, est-ce que ça peut conduire à ce que des salariés se voient affecter une mobilité internationale? Non, le périmètre reste français quand même. D'accord. Qu'est-ce qui se passe si l'employeur commence à négocier ce type d'accord, alors que en parallèle, il prévoit une acquisition? Rien de particulier. Enfin, une acquisition, non. Enfin, c'est pas forcément impossible. Donc, c'est pas forcément impossible. En pratique, ce type d'accord, on le verra plutôt après l'acquisition, quand il s'agira d'harmoniser le statut collectif. Mais voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas d'incompatibilité. Est-ce que vous avez des ratios sur les accords existants, des économies réalisées par les entreprises? Non, ça, c'est pas des données qui sont disponibles, en fait. Ah. Il y a d'ailleurs très peu de données disponibles, et celles que je vais vous présenter un peu après, en fait, il n'y a que nous qui les avons aujourd'hui. Donc, enfin, on les a déjà présentées dans pas mal d'instances syndicales ou autres, mais enfin, ces accords ne sont pas versés à la banque, à la base de données des accords d'entreprise, hein. C'est des accords qui sont par défaut confidentiels, et donc ils ne sont pas accessibles. Donc, alors, à part ceux qu'on va trouver parce qu'ils vont être publiés par tel ou tel délégué syndical sur Miroir Social, ou sur des fois dans Actuel CSE, ils mettent la copie des accords. Donc on trouve certains accords, mais la très grande majorité d'entre eux ne sont pas publiés. Enfin, c'est même pas la très grande majorité, c'est la quasi-totalité des accords ne sont pas publiés. Bon, nous, il se trouve qu'on a trouvé un stock d'accords, et qu'on l'a donc étudié. Mais en pratique, je pense qu'aujourd'hui, personne n'en a autant que nous. Question sur... bon, ça c'est aussi une question technique. On expliquait que on pouvait demander à un expert et que 80% étaient payés par l'entreprise. Il faut comprendre que les 20% restants, c'est le CSE qui paye. Tout à fait. Il faut qu'il soit un peu d'accord, le CSE. Ah ben oui, il faut qu'il soit d'accord, mais voilà. Ou alors il faut qu'il négocie avec son employeur. Oui, enfin, vous avez raison sur un point. C'est-à-dire que parce que le CSE et les organisations syndicales, c'est pas la même chose. Donc, on pourrait imaginer un cas où les organisations syndicales souhaitent se faire assister, et où elles n'arrivent pas à convaincre le CSE,
parce que, par exemple, ce CSE serait composé majoritairement d'élus non syndiqués, qui par principe seraient contre les initiatives des organisations syndicales. Ça arrive, moi j'ai rencontré des cas comme ça. Bon, en général, c'est pas ce qui se passe. Mais, Est-ce qu'un accord de ce type peut avoir un impact aussi sur la rémunération variable? Tout à fait. C'est même déjà utilisé pour ça dans certains accords que nous avons vus. Par exemple, pour des commerciaux dont on revoit le P-plan, dont on revoit aussi la structure de rémunération. C'est voilà. Je vais vous donner un autre cas. Je vais vous donner un cas un peu amusant qui est le cas d'une grande chaîne d'habillement que tout le monde connaît, présente sur tout le territoire français, et qui avait mis en place une structure de rémunération un peu originale par rapport à son secteur. Secteur du commerce d'habillement, où le fixe était plus bas que celui des autres sociétés, des autres concurrents, et avec un variable plus élevé. Et une entreprise qui marche bien, qui est pas du tout qui se sort très bien qui sortait très bien de l'évolution du commerce en ligne, pas de problème économique particulier, un concept qui avait du succès. Donc des salariés plutôt contents, parce qu'en définitive, avec leur fixe et leur variable, même s'ils avaient un fixe plus faible que les autres, ben, ils gagnaient plus que les autres, parce que les variables étaient aussi plus élevées. Donc c'était une entreprise qui attirait facilement des salariés, parce que c'était intéressant d'y bosser. Et puis il y a eu une convention de branche qui a été signée, et qui a revu le périmètre de rémunération qu'il fallait inclure dans les salaires minimaux de branche. Et donc les négociateurs de branche ont inclus les variables dans les salaires minimaux de branche. Et alors là, donc ça voulait dire que tout ce qui était auparavant variable dans cette entreprise, c'est-à-dire que et là pour le coup, le salaire fixe des vendeurs de cette entreprise devenait inférieur aux salaires minimaux de branche. Donc grosse panique, et donc ils se sont orientés vers la voie d'un APC en fait, pour agir sur la structure de rémunération des salariés et la revoir. Donc c'est un exemple parmi d'autres d'accords qui touchent les rémunérations variables. Un petit point aussi de validation des accords. Je pense qu'on est dans le cas général. C'est qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de majorité de représentativité? Bon, sous-entendu, quand on a entre 30 et 50%. Alors, quand on est en dessous de 30, là, l'accord ne peut pas exister. Hein. Entre 30 et 50, il y a possibilité, donc, comme vous le savez, de faire une consultation des salariés. C'est-à-dire que les organisations syndicales ou l'employeur peuvent demander à ce que l'accord pour lequel plusieurs organisations syndicales sont prêtes à signer je sais pas, à hauteur de, on va dire, 40%, que l'accord il soit soumis à consultation des salariés pour voir si les salariés, en votant oui ou non, ils permettent de franchir la barre des 50. Hein. C'est un dispositif, c'est comme pour tous les autres accords. Hein. Vous savez que c'est quelque chose qui s'applique maintenant depuis la loi travail. Donc ça s'applique à ces accords-là. Alors, je vous encourage pas forcément à aller chercher la consultation des salariés si vous êtes pas majoritaire en signature. Pourquoi ? Parce que faut comprendre que qui dit consultation des salariés dit campagne. Vous aurez contre vous donc les organisations syndicales qui ne veulent pas signer, qui vont donc vous accuser de toutes sortes de trahison et de compromission.
Et puis, il va y avoir toutes les fake news qu'on voit dans les campagnes, hein, toutes les intoxications auxquelles vous êtes habitués. Et en définitive, les salariés vont aussi voter oui ou non en fonction de leurs sentiments vis-à-vis de l'entreprise et en fonction de paramètres. Ils vont pas lire l'accord, évidemment, c'est trop complexe. Et bon, vous risquez de pas réussir. Et si vous ne réussissez pas, ben, ça validera la thèse de ceux qui voulaient pas de l'accord. Donc soyez prudents là-dessus parce que bah, vous risquez de pas, comme c'est quand même des sujets qui sont un peu compliqués. Enfin moi, mon conseil dans ces cas-là, c'est plutôt d'essayer de convaincre l'employeur que c'est quand même très aventureux de faire une consultation des salariés et qu'il vaut mieux qu'il lâche un petit quelque chose en plus pour obtenir qu'une troisième organisation syndicale mette sa signature, plutôt que de tenter cette aventure. Alors, je vais vous donner un exemple qui, là, pour le coup, est public. Je crois que l'accord a été rendu public. Donc, c'est chez Bridgestone Béthune. Donc, c'est une société de fabrication de pneumatiques, donc des pneus pour les véhicules, qui avait chroniquement des difficultés économiques sérieuses, et donc avec un problème qu'elle était mal positionnée, à savoir positionnée sur des pneus plutôt d'entrée de gamme. Et donc, l'idée de la négociation, c'était on va faire évoluer l'entreprise sur des pneus plus haut de gamme, donc des pneus avec plus de pouces, plus de largeur en fait, sur lesquels on pourra mieux absorber les coûts et être plus compétitif par rapport aux autres entités mondiales du groupe. Et on va investir, nous, en tant qu'employeur, enfin, l'actionnaire prend l'engagement d'investir un certain nombre de millions, d'aller sur de l'installation de nouvelles lignes, de pas prélever de dividendes pendant 3 ans. Tout ça, c'est dans l'accord. Hein. Et puis, la contrepartie pour les salariés, c'était alors, ils changeaient de régime de temps de travail, passaient du 4-8 au 5-8. Alors, pour les ouvriers, ils perdaient pas en salaire. Enfin, il y avait pas d'effet négatif pour eux. Sinon, le fait qu'ils passaient en 5-8, ce qui est pas très évident. Et par contre, pour les cadres, il y avait une modération. Enfin, ils étaient amenés à travailler plus, mais ils gagnaient pas autant. C'est-à-dire que finalement, leur salaire à l'heure était diminué. Voilà. Donc, ça permettait d'engager. Et il y avait aussi un engagement comme quoi l'employeur ne faisait pas de plans sociaux ou de licenciement pendant une période de 3 ans. Donc un accord qui, moi, quand je l'ai lu, m'a paru intéressant parce qu'il y avait justement des contreparties dans une situation qui était pas simple quand même. Et en définitive, donc, il n'y a que quelques organisations qui ont signé. Et donc, elle n'atteignait pas les 50%. Donc, il y a eu consultation des salariés et la consultation des salariés a reproduit le score des organisations signataires minoritaires, en fait. Donc, elles se sont pris 2 mois de campagne à charge contre elles. L'accord n'a pas été ratifié, donc il n'existe pas, cet accord. Et en plus, elles sont bien fait cartonner par les autres organisations. Donc voilà. Et pour en avoir discuté avec le délégué syndical d'une des organisations signataires, alors, il m'a expliqué 2 choses intéressantes. La première, c'était que si ça n'avait pas marché, cette négociation, parce que moi je lui disais, mais l'accord, il est quand même pas mal par rapport à ce qu'on voit par ailleurs. Il m'a dit, oui, mais le dialogue social il était tellement pourri, il y avait une telle défiance, il y avait tellement d'agressivité, y compris de l'employeur vis-à-vis des organisations syndicales, il y avait tellement de mépris que ça a braqué, de toute façon, une partie des organisations syndicales était déjà braquée, mais et puis on est parti de tellement loin
dans les propositions pour les amener à quelque chose qui pouvait se regarder. Qu'en définitive, ben, ça n'a pas permis de réunir les 50%, alors qu'il y avait une organisation qui était tangente, mais l'employeur n'a pas voulu faire le geste qu'il fallait, et donc ils sont passés par la consultation. Donc ça, c'était la première chose qui m'a dite. Et le deuxième point, c'était qu'il était très inquiet sur le devenir de l'entreprise, puisque bien évidemment, ça voulait dire pas d'accord, ça voulait dire pas d'investissement, pas de repositionnement sur des pneus haut de gamme. Et donc, vous savez comment sont les groupes internationaux, ils n'hésitent pas à fermer les usines qui ne sont pas performantes, hein. Donc, alors ce qui s'est passé après, c'est que l'ensemble de la direction a été viré et qu'ils ont recommencé à négocier. Voilà. Donc, quand même, la qualité du dialogue social, on va dire préalable, c'est quand même quelque chose qui est important. Et donc, s'il y a encore des RH qui nous écoutent, je vous conseille d'investir là-dedans, parce que si vous voulez obtenir des accords, vous avez intérêt à quand même avoir des délégués syndicaux qui vous font confiance et auprès desquels vous avez de la crédibilité. Voilà. Oui, je peux peut-être ajouter que faut aussi assumer nos signatures et que gagner un référendum, c'est aussi comme gagner des élections, hein, et on mouille sa chemise et on y va. Il n'y a pas fatalité à perdre un référendum, surtout évidemment si l'accord est bon. On a déjà été confronté, c'est rare, mais on a déjà été confronté à cette opportunité qui a fait reculer certaines organisations syndicales qui avaient décidé de ne pas signer pour des raisons tactiques et qui, devant la qualité de l'accord et avoir à faire campagne contre un bon accord, ont compris qu'ils se prendraient une veste. Voilà. Donc, il n'y a pas de fatalité à perdre un référendum sur un bon accord. Et puis, ça se tente. Ça, c'est le message politique, hein. On n'a pas vocation à être coincé dans notre terrier et on prend des risques aussi, ça fait partie de notre rôle, on est capable d'assumer et des fois on perd et des fois on gagne. Voilà. Donc n'hésitons pas, ça c'est mon message de président du syndicat, quand on est fier d'un accord, on le défend. Et sinon, ce qui a été décrit chez Budstone, c'est exactement la situation qui s'est présentée avant à Dunlop. Les APC n'existaient pas, mais c'était un autre type d'accord. Et la CFTC, à l'époque, a énormément travaillé sur des assemblées générales, c'est-à-dire que les salariés, en amont et tout au long de la discussion, étaient informés de l'état de la situation. Et ils n'avaient pas, contrairement à ce qui s'est passé sur Goodyear, disons des slogans, là ils avaient les infos brutes, plus l'analyse et les commentaires. Ce qui a fait que petit à petit, les assemblées générales de salariés en sont venues à juger que c'était un accord, pas un bon accord, puisqu'il était passé au 5-8, ça déstructure la vie familiale, hein, mais c'est un accord qui permettait de pérenniser leurs emplois. Donc ils ont soutenu le syndicat CFTC à l'époque, et aux élections suivantes, comme ça a marché, que l'employeur a effectivement investi, passé sur les pneus haut de gamme, hein, on est exactement sur le même sujet, hein, qu'ils ont été augmentés, qu'on a augmenté le nombre de salariés dans la boutique, la CFTC a fait 53% aux élections suivantes. Donc ça, c'est pour illustrer qu'il n'y a pas de fatalité à défendre un bon accord, simplement ça se fait aussi avec les salariés, bien sûr, et il faut beaucoup informer les gens et leur demander leur avis. Oui, ce que dit Louis est très important et à plein de titres, parce que effectivement, je pense que si dans ce cas-là ça a marché, c'est parce que vous avez communiqué. Et franchement, sur ce type d'accord, je vous encourage à vraiment communiquer avec les salariés le plus tôt possible et sans attendre la signature de l'accord, parce que vous l'avez compris, c'est à la fin, les salariés vont quand même découvrir que c'est soit ils ferment leur gueule, soit ils sont virés, hein, et tout ça parce qu'il y a des organisations syndicales qui ont signé un accord. Donc s'ils découvrent
Ça, quelque chose qu'aujourd'hui, ils ne savent même pas que c'est possible, hein. Sur la fin, avec la communication négative de ceux, qui sont contre, et, ben, vous aurez du mal. Tandis que si vous communiquez régulièrement sur, voilà, on est dans telle situation, on a commencé à se concerter avec l'employeur sur la situation et les perspectives de l'entreprise, on explore différents scénarios, on se donne le temps. Alors, très important aussi, si vous pouvez, négocier un accord de méthode avec l'employeur avant de vous engager dans ce type de négociation. C'est important que l'employeur prenne le temps nécessaire, hein, parce que, bon, grands effets, il faut aussi prendre le temps. Et il faut laisser le temps aussi aux organisations syndicales d'animer les collectifs, d'informer les salariés, de discuter avec eux. C'est important pour vous, en tant qu'organisation syndicale, aussi d'apprécier ce que les salariés sont susceptibles d'accepter, au moins pour une durée transitoire. Voilà, parce que ça va vous aider à aussi mettre le curseur dans les négociations. Ça va vous aider aussi, bien évidemment, comme pour tout autre processus de négociation, à avoir un rapport de force, hein. Si l'employeur voit que vous êtes dynamique en matière de communication, et que tout ça ne se fait pas dans un coin obscur, mais c'est que les salariés sont informés au moins des grands aspects quasiment instantanément. Bon, ben, ça va le mettre sous pression, parce que ça sera aussi plus compliqué pour lui de dire un peu n'importe quoi à la fin si ça n'a pas marché, voilà. Donc, et puis ça peut vous permettre de faire des actions où les salariés manifestent leur soutien sur telle ou telle chose. Puis vis-à-vis des autres organisations syndicales, c'est également important. Voilà, donc c'est vraiment fondamental cet aspect de communication, et notamment dans le cadre de ce type d'accord. Je pense que Louis fait bien de le rappeler, parce que autant les délégués syndicaux sont souvent des gens, d'abord, qui sont très investis et qui connaissent bien leur affaire en général, autant ils sont pas toujours excellents en matière de communication avec les salariés. Faire des tracts, ça va, mais communiquer avec les salariés, il y a encore des progrès à faire, hein. Donc, parce que avec les salariés, ça veut dire une interaction. Voilà. Et franchement, pour ce type de négociation à très fort enjeu, c'est essentiel de chercher à renouveler vos pratiques et à viser ce type d'interaction avec les salariés. Alors, je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'APC dans la phase de reprise de l'activité. Il y a pas mal de gens qui pensent que ça va être un type d'accord qu'on va voir se multiplier. Mais bon, si c'est le cas et qu'on est toujours pas mal en télétravail, il faudra aussi utiliser d'autres moyens pour communiquer avec les salariés. Voilà. Il reste un quart d'heure. Je vous propose peut-être de passer en revue quelques stats sur ces types d'accords, que vous soyez conscient de qu'est-ce qui se négocie en pratique. Alors, je vais donc poursuivre. Alors, dans le support, vous aurez les textes de loi tirés du Légifrance. Et donc là, je vais vous présenter les résultats d'une enquête qu'on a fait sur 62 cas, un peu plus maintenant d'ailleurs. Voilà, alors, bon, je passe sur l'échantillon qui est assez représentatif de l'économie française. Voilà. C'est tous les secteurs, en fait, hein, et aussi toutes les zones. Bon, vous aurez le support. Donc. Alors, ce qui est important, c'est que, en fait, les APC, il n'y en a pas eu beaucoup qui se sont signés jusqu'à fin 2018. Et puis, à partir de début 2019, il y a eu une accélération très forte qui s'est maintenue depuis. Et donc, on est sur un rythme où c'est plusieurs centaines d'accords qui devraient être signés chaque année. Donc, plusieurs centaines d'accords, ça veut dire que c'est un succès, en fait, hein.
C'est déjà un succès et je pense qu'il va continuer à s'amplifier parce que les entreprises découvrent petit à petit les charmes de l'APC. Mais on en est maintenant à un stade où les avocats patronaux sont plutôt bien rodés sur le sujet, où les organisations patronales elles-mêmes sont bien conscientes d'un certain nombre de choses. Il y a quelques... Bon, c'est comme d'habitude, hein, il y a toujours quelques personnes un peu plus affûtées ou un peu plus casse-cou qui se lancent avant les autres. Mais bon, ben, comme ça marche et qu'il n'y a pas de contentieux, ou très peu, eh bien, d'autres, un peu plus prudents, ils viennent un peu plus tard. Voilà, donc, je vous l'ai dit, les accords de maintien dans l'emploi, donc première version des accords de compétitivité, ça a été en définitive une vingtaine d'accords seulement sur une période de 5 ans. Là, en l'espace de finalement, juste en 2019, c'est déjà plusieurs centaines d'accords. Donc, c'est les entreprises ont adhéré, ont déjà adhéré au système. Et si vous avez un petit peu entendu un certain nombre de personnes influentes s'exprimer sur ce sujet. Vous avez par exemple le président d'Alixio qui indique, donc célèbre société de conseil en RH aux entreprises, qui indique que l'APC est un outil absolument formidable pour aider les entreprises dans leur reprise d'activité et surtout dans le fait de dominer les difficultés économiques créées par la crise sanitaire. Voilà, donc, déjà un succès. Beaucoup d'accords sont signés dans des TPE, des petites entreprises qui expliquent que les accords avec les délégués syndicaux, c'est que 60% de notre échantillon. Les méthodes dérogatoires, c'est le reste, en fait, hein, c'est accord avec le CSE ou directement avec les salariés. Alors, ensuite, qui signe ces accords? Donc, alors vous avez dans le tableau d'en bas, alors toutes les organisations signent ces accords. Hein, en pratique, elles signent ces accords sur à peu près de la même façon qu'elles signent les accords en général. C'est-à-dire que on calcule, enfin l'administration calcule une propension à signer des organisations syndicales dans son bilan annuel de la négociation collective. Qui est quand une organisation syndicale est présente dans l'entreprise, donc combien de pourcents, dans quel pourcentage des cas, elle signe les accords qui lui sont présentés, quels que soient les types d'accords. Donc vous avez les taux, et vous voyez que en 2017, ça varie pas beaucoup hein, d'une année à une autre, donc c'est plus de 90% pour la totalité des organisations syndicales. La CGT est juste un petit peu en dessous, à 84%. C'est quand même 84%, hein, c'est énorme. Donc voilà. En général, quand on présente un accord à une organisation syndicale, on a une bonne chance de le faire signer. Alors, on pourrait se dire l'APC, c'est quand même un peu moins simple. Et puis même, ça peut être mal vu par certaines OS. Donc, en pratique, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, enfin sur la base de notre échantillon? Ce qu'on constate, c'est que c'est pareil. En fait, il n'y a pas tellement de différence. Il n'y a que pour la CGT où il y a une différence un peu sensible, où là, on n'est plus à 84%, mais à 69%. C'est quand même 2/3 des accords APC que la CGT signe. Hein, donc voilà, donc c'est aussi pour ça que les entreprises y vont, c'est qu'elles arrivent à faire signer les organisations syndicales. Alors parfois en disant si c'est pas ça, ça sera un plan social. Faut pas être naïf non plus. Mais voilà, il n'y a pas de difficulté particulière à faire signer ces accords. Puis je vous ai cité le cas d'un délégué syndical CGT qui avait milité activement pour la signature d'un accord chez CDC Habitat. Et bon, pour l'avoir rencontré, je peux vous garantir que c'est pas un perdreau de l'année. Alors, donc, on passe à la suite, parce que c'est important ces statistiques, parce qu'on peut se faire des représentations qui sont assez éloignées de la réalité qu'on a. Et en fait, alors, les motifs des accords, en fait, dans les 2/3 des cas, c'est des motifs qui sont liés au fonctionnement nécessité liée au fonctionnement de l'entreprise, hein, donc c'est pas préserver ou développer l'emploi, c'est il faut s'adapter, bon, voilà. Alors dans le temps qui restera, je vous donnerai quelques exemples additionnels de contextes dans lesquels les entreprises ont signé ce type d'accord.
Donc les accords impactent toutes les... Alors, généralement, ça peut être c'est un ou deux items, mais des fois, on a des entreprises où c'est tous les items qui sont prévus, qui sont touchés, donc à la fois le temps de travail, la rémunération et la mobilité. Alors, ensuite, la durée des accords. Donc ça, c'est souvent quelque chose qui surprend. La durée des accords, en pratique, elle est dans 3 quarts des cas à durée indéterminée. On pourrait imaginer, accord de compétitivité, ça serait plutôt une durée déterminée. Bah, sauf que, comme je vous l'ai dit, quand il s'agit d'aménager le statut collectif, c'est d'une durée indéterminée dont on a besoin. Hein. Mais bon, on pourrait imaginer que ce soit plutôt 50-50. Bah, en pratique, non. Aujourd'hui, les partenaires sociaux signent des accords à durée indéterminée dans 3 quarts des cas, avec pas toujours des modalités de suivi, seulement dans 3 quarts des cas. Avec une clause de révision, par contre pas vraiment de clause de revoyure ou de rendez-vous. Et alors la clause de retour à meilleure fortune, on l'a trouvée que dans un seul cas. Hein. Donc nous, la conclusion qu'on en tire, c'est que pour cette étude, on l'a faite, on l'a publiée donc en juin 2019, donc c'était il y a déjà presque un an. Donc à un moment donné, enfin à ce moment-là, il y avait encore très peu de conscience du sujet dans les organisations syndicales. Voilà. Au niveau des confédérations, ils savaient que ça existait, mais ils n'avaient même pas les moyens d'apprécier si ça se répandait ou pas. Mais par contre, même les fédérations étaient à la limite pas au courant qu'il y avait ce nouveau dispositif. Hein. Moi, pour en avoir discuté avec pas mal de permanents syndicaux, pour beaucoup, ça a été une découverte. Hein, donc, quand nous, on a amené le sujet. Moi, sur la base de cette étude, on peut se dire, ce qu'on peut se dire, c'est que la réponse syndicale n'est pas encore au niveau. C'est-à-dire que n'y a pas assez d'exigence, en fait, dans la négociation. Et pour l'instant, les entreprises avancent un peu trop facilement, finalement, sans avoir à accepter beaucoup de contreparties. Et c'est ce qu'on voit quand on étudie les accords. C'est ce qu'on a fait sur une vingtaine d'accords, où on a étudié plus en profondeur les équilibres qu'on pouvait identifier. Et ça renvoie, à mon sens, à une préparation insuffisante des délégués syndicaux, qui pour certains, ont négocié ça sans savoir de quoi il s'agissait, ou alors on le découvre très, très tardivement, sans se faire accompagner, sans en parler avec leur structure syndicale, et sans comprendre tout ce qu'ils donnaient à l'entreprise. Et donc sans mettre les contreparties au bon niveau. Voilà. Donc moi, j'ai bon espoir, hein, c'est un peu aussi mon discours, que les choses vont s'améliorer, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Sur les PSE, les militants savent faire, ils ont appris à faire. Donc il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas sur les accords de performance collective. C'est juste un peu nouveau. Voilà. Donc, mais donc c'est important qu'on ait cet échange, parce que justement, ça nous permet d'aller plus loin. Et puis, alors je ne dois pas être loin de la fin. Alors, donc un dernier transparent, c'est là on a analysé donc sur les accords sur les entreprises les plus importantes, à partir de 300 salariés, quels étaient les objectifs des accords. Et donc vous avez en haut des accords où il s'agit de travailler sur le statut collectif. Alors on a mis aussi dans cette catégorie travailler sur la rémunération variable d'une catégorie du personnel. Donc on est dans des contextes, c'est à peu près la moitié des cas, où on modifie des politiques sociales, mais il n'y a pas de contexte économique dégradé. Hein, il n'y a pas de besoin, de difficultés économiques de l'entreprise. Et puis, il y a la partie basse, c'est d'autres contextes. Alors là, on a la compétitivité menacée de l'entreprise. Alors finalement, c'est une minorité des cas. C'est le cas de Bridgestone, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais finalement, c'est un cas sur 5. Et il y a un gros cas, enfin un gros tiers un tiers des cas, c'est des entreprises qui veulent développer la mobilité géographique et professionnelle en vue d'adapter plus facilement l'entreprise. Alors je vais vous donner un exemple.
qui est tiré d'un accord, qui permet de comprendre, en fait. Mais sachant qu'on a vu pas mal d'accords qui faisaient ça, donc c'est pas le seul cas. Donc c'est une entreprise qui avait deux activités. Une première activité, c'est relevé de compteurs électriques, EDF, etc. Et une autre deuxième activité, c'est service à la gestion des flottes d'entreprises, avec des services plutôt basiques, du type faire du convoyage de véhicules pour les ramener à un point. Bon, bref, des choses pas très compliquées. Bon, relevé de compteurs électriques, vous savez qu'il y a une menace sur cette activité-là, ça s'appelle Linky, le relevé automatique. Donc EDF avait informé cette entreprise qu'elle allait réduire l'activité qu'elle sous-traitait à l'entreprise, en indiquant, en fournissant y compris un calendrier avec des dates de fermeture par plaque géographique. Et donc l'entreprise, elle s'est dit, j'ai cette activité-là, les emplois qui sont dessus, ils sont condamnés à terme. J'ai mon autre activité d'aide à la gestion de flotte qui se développe bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais proposer aux salariés d'être mobiles tant professionnellement que géographiquement. Je leur donnerai des moyens de formation, des moyens à la mobilité géographique, et puis je m'engage à leur faire des propositions de reclassement dès lors que à la fois leur plaque géographique va bientôt fermer, donc ils vont perdre leur emploi bientôt, et puis j'ai des besoins qui apparaissent dans mon autre activité. Voilà. Et donc finalement, ils ont fait ça dans une optique un peu presque GPEC, mais c'est une GPEC un peu différente. C'est-à-dire que c'est une GPEC contrainte. C'est-à-dire que le salarié qui en pratique, sa plaque va fermer, on lui propose un poste qui correspond à ce qui est prévu par l'accord, qui est donc sur un métier différent, éventuellement sur une zone géographique différente. Il refuse, eh bien, il a perdu sa chance d'être classé, il est licencié dans le cadre de l'APC, et donc, il est licencié aux conditions prévues par l'accord, à savoir rien. Donc pour l'entreprise, ça lui permet, alors la vertu, c'est de maximiser le reclassement interne, l'avantage pour l'entreprise, c'est que les postes qu'elle supprime où il n'y a pas de reclassement, elle se débarrasse des salariés à bon compte et sans risque juridique. Voilà. Donc c'est un usage qui est assez répandu, et c'est pour ça que vous pouvez trouver des dispositions APC dans un accord GPEC. Donc soyez vigilants là-dessus et pensez à des contreparties adaptées. Voilà, je vais m'arrêter là parce que nous n'avons plus que 2 minutes. Louis, je te rends la parole. Merci. Une dernière question qui me paraît intéressante. Didier demande s'il ne vaut mieux pas un accord à durée déterminée plutôt qu'un accord à durée indéterminée avec une clause de revoyure, parce que une clause de revoyure, l'employeur ne va pas forcément faire évoluer. Mais inversement, si un bon accord est à durée déterminée, l'employeur peut décider à l'issue de cet accord, de ne pas reconduire les bonnes dispositions qu'on avait négociées. Donc tout ça, ça doit se peser. Voilà. Tout à fait. Autre point, j'ai eu des questions sur Covid et APC. Moi, il me semble que la problématique de télétravail que j'ai évoquée en début de ce webinaire est certainement susceptible d'apparaître dans des accords APC si ça vient sur la table de négociation. Parce que ça va être le sujet de négociation, en tout cas dans notre branche, de manière certaine, au niveau de la branche, mais au niveau des entreprises. Donc, étant donné le spectre large de ce type d'accord, je ne serais pas surpris qu'on attaque le sujet. Donc, il faut vous former, il faut partager entre nous sur ces sujets-là. Il faut pas avoir peur d'en discuter avec les représentants de la direction. On n'est pas dans des tranchées. Un bon accord, ça se fait pas chacun dans ses tranchées, ça se fait en discutant et en se faisant aider de part et d'autre, mais aussi en discutant et en dialoguant.
Donc, je vous invite à continuer à vous former. On a fait cette expérience de webinar. On va ensuite en tirer les conclusions. On a aussi mis en place une formation distancielle de CSE qui a très bien marché.